À 18 ans, oublié à l'aéroport, ma mère m'a traité de déception. J'ai alors juré qu'il paierait. 3 ans plus tard, la situation a changé. Elle supplie, pitié. On a eu tort. Les rôles sont inversés. Ils vont regretter. Quand j'avais 18 ans, planté aux déposes minutes de l'aéroport Charles de Gaulle avec ma valise et une batterie de téléphone à plat, à 10%, j'ai pris conscience d'une réalité brutale. Ma propre famille n'avait même pas daigné venir me chercher après mon premier semestre à la fac. Je m'appelle Élise, et ce soir-là, je les ai appelés 12 fois d'affilée, regardant chaque appel sonner dans le vide et basculer sur la messagerie vocale, comme si j'étais un numéro de démarchage téléphonique et non leur fille. Personne n'a décroché. Ni ma mère, ni mon frère, le fils prodige, ni ma sœur trop occupée. Juste le silence et ce petit écran d'échec d'appel qui se moquait de moi. Quand mon téléphone a enfin vibré, ce n'était pas un appel. C'était un SMS de ma mère qui disait, mot pour mot, si tu veux de l'attention, essaie de ne pas être une telle déception la prochaine fois. Je me souviens avoir fixé ce message tandis que les voitures s'arrêtaient autour de moi, d'autres jeunes étant accueillis par des étreintes, installés sur les banquettes arrière de voitures chaudes, et moi, j'étais juste laissé là. J'ai commandé un Uber avec le peu de batterie qu'il me restait et je me suis fait une promesse à cet instant. Si j'étais une telle déception, alors un jour, ils seraient vraiment déçus de la façon dont je m'éloignerais d'eux. Je ne le savais pas encore, mais cet oubli à l'aéroport était la première scène d'une histoire qui allait coûter à ma famille son image parfaite, son confort, et la fille qu'ils pensaient pouvoir ignorer pour toujours. Restez avec moi jusqu'à la fin, et je vous montrerai exactement comment ma mère est passée de me traiter de déception à faire exploser mon téléphone avec 37 messages désespérés, me suppliant de revenir. Quand mon Uber est enfin arrivé dans notre petite impasse tranquille à Versailles, il faisait déjà nuit, mais notre maison était illuminée comme un sapin de Noël. La musique battait son plein à l'intérieur, des voitures étaient garées le long du trottoir, et l'allée était pleine. Pendant une seconde, une partie stupide et pleine d'espoir en moi a pensé qu'il m'avait peut-être organisé une fête surprise de bienvenue. Puis j'ai entendu quelqu'un crier le nom de mon frère par-dessus la musique, et cette petite lueur d'espoir s'est éteinte sur le champ. J'ai traîné ma valise jusqu'aux marches de l'entrée et je suis entré. Le salon était bondé, des ballons partout, une bannière sur le mur qui disait « Félicitations, Étienne » en lettres dorées brillantes. Ma mère, Martine, était dans la cuisine, riant avec un groupe de voisins, un verre de vin à la main, comme si c'était la plus belle soirée de sa vie. Mon père, Serge, donnait des tapes dans le dos de mon frère tandis qu'Étienne tenait le crachoir au centre de la pièce, racontant l'histoire de sa grande promotion en marketing pour ce qui semblait être la 10e fois. Je suis resté là, dans l'embrasure de la porte, pendant une minute entière avant que quiconque ne remarque que j'étais rentré. Quand ils l'ont finalement fait, c'est ma sœur Sophie qui, depuis le canapé, a jeté un œil, a plissé le nez comme si j'avais ramené de la saleté de l'extérieur, et a dit « Ah, tu es rentré », avant de retourner immédiatement à son téléphone. Ma mère s'est précipitée, non pas pour me serrer dans ses bras, mais pour siffler entre ses dents « Élise, tu bloques le couloir. Bouge ta valise. C'est important pour ton frère. » Pas de « Comment s'est passé ton semestre ?» Pas de « Tu as mangé ?» Juste tu es dans le chemin. J'ai garé ma valise près des escaliers et j'ai regardé mon père lever son verre et dire qu'il était fier d'Étienne pour avoir fait quelque chose de sa vie, pour être l'avenir de cette famille, celui sur qui on pouvait vraiment compter. Je venais de terminer mon premier semestre avec une bourse au mérite en design à Lyon, mais apparemment, ça ne comptait pas comme faire quelque chose de sa vie. Je me suis éclipsé à l'étage, j'ai enfilé un vieux sweat à capuche, et j'ai ouvert mon ordinateur portable, pensant au moins me distraire avec un peu de travail de design. Quand je me suis connecté à mon application bancaire par habitude, mon estomac s'est noué. Le compte d'épargne que je constituais depuis le lycée avec des petits boulots et les surplus de ma bourse était plus bas que dans mes souvenirs. Beaucoup plus bas. En parcourant les transactions, je l'ai vu. Un virement sortant quelques semaines plus tôt, libellé au nom de ma mère. Plus tard dans la nuit, quand la maison est enfin devenue silencieuse et que les invités sont partis, je lui ai posé la question dans la cuisine pendant qu'elle empilait les assiettes vides. Elle n'a même pas eu l'air coupable. On en avait besoin pour le voyage d'Étienne, Élise. Ces choses ne sont pas données. Il investit dans son avenir. Toi, tu t'en sortiras. Tu es créative. Tu trouveras une solution. Elle a dit ça comme si c'était censé être un compliment. Mon père l'a soutenue avec ce ton calme et condescendant qui me donnait la chair de poule.
Le travail de ton frère est plus stable que n'importe quel truc artistique que tu fais. C'est une décision de famille. N'en fais pas une affaire personnelle. C'était mon argent, mes heures de travail, mes soirées manquées. Mais apparemment, mon avenir était négociable tant que celui d'Étienne brillait sur LinkedIn. Cette nuit-là, allongé dans ma chambre d'enfant, entouré de vieux carnets de croquis, j'ai ressenti un mélange de rage et d'engourdissement pour lequel je n'avais pas de mots. Alors, j'ai attrapé mon téléphone, j'ai ouvert un forum dont j'avais vu des gens parler sur TikTok, un subreddit où des jeunes avec des parents toxiques racontaient leurs histoires, et j'ai commencé à taper. Je n'ai utilisé ni leur nom ni le mien. J'ai juste écrit sur l'aéroport, les 12 appels sans réponse, le SMS sur la déception, la fête, l'épargne volée. J'ai cliqué sur publier, m'attendant à ce qu'un ou deux inconnus me disent de passer à autre chose. Au lieu de ça, mes notifications ont commencé à s'illuminer de réponses de gens qui disaient « pareil ». Ça m'est arrivé aussi. Tu n'es pas folle. Tu mérites mieux. Pour la première fois, des gens qui ne me connaissaient même pas étaient plus en colère de ce qui s'était passé que mes propres parents. J'ai parcouru chaque commentaire, faisant des captures d'écran de quelques-uns, puis j'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone. J'ai créé une nouvelle note intitulée « Épreuve » et j'ai commencé à lister chaque fois que ma famille m'avait traité comme un personnage secondaire dans leur histoire. Le récital manqué, les dîners d'anniversaire annulés, la façon dont mes créations devenaient magiquement les idées de mon frère dans ses présentations. Au début, ça semblait mesquin, mais tout écrire a provoqué un déclic. Ce n'était pas une mauvaise soirée à un aéroport. C'était un schéma, un système. Et les systèmes peuvent être brisés. Je ne savais pas encore exactement comment j'allais le faire, mais alors que j'étais assise là, sous la lueur résiduelle des ballons d'Étienne, tapant avec mes pouces dans le noir, j'ai réalisé que ces petites notes numériques n'étaient pas seulement un exutoire. C'était l'étape numéro 1 d'un plan que je ne m'étais même pas encore avoué. Le plan directeur pour m'éloigner d'une famille qui ne se souvenait de mon existence que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose de moi. Au moment où ma dernière année d'études est arrivée, cette nuit à CDG semblait être un mauvais souvenir que j'avais plié et rangé dans un tiroir, mais il n'avait pas disparu. Il s'était juste durci en quelque chose de plus tranchant. Je rentrais toujours à la maison pendant les vacances, je regardais toujours ma mère s'extasier sur les grandes réussites d'Étienne, j'écoutais toujours Sophie se plaindre d'être stressée par le lycée pendant que je faisais des gardes de nuit à mon job sur le campus pour couvrir ce que le budget familial ne couvrait pas. Mais j'avais arrêté de leur demander de se montrer pour moi. Du moins, c'est ce que je me disais. Quand la saison des remises de diplômes a commencé dans ma fac à Lyon, les emails ont commencé à arriver, commandes de toges et mortiers, billets pour les invités, instructions pour les familles. Mes amis paniquaient sur le nombre de parents qui prenaient l'avion, se demandant quels parents allaient pleurer le plus fort. J'ai transféré les détails à notre conversation de groupe familial, m'attendant à moitié à être ignoré. Au lieu de cela, ma mère a réagi avec un emoji pouce levé et, un jour plus tard, un texto, on verra si on peut venir. L'emploi du temps de ton frère est dingue en ce moment. L'emploi du temps de son frère. Pas le sien, pas celui de mon père, le sien. J'ai essayé de laisser tomber. J'ai pris des contrats de design supplémentaires en freelance, des créations de logos bon marché et des conceptions de flyers que je trouvais en ligne, et je me suis dit que je me fichais de qui serait assis dans le public tant que je monterais sur cette scène. Mais à mesure que la date approchait, le silence se faisait plus assourdissant. La veille de la remise des diplômes, j'ai finalement appelé ma mère, une seule fois, juste pour qu'il soit clair que je voulais toujours qu'il soit là. Alors, à quelle heure partez-vous demain matin, ai-je demandé, faisant les 100 pas dans ma petite chambre hors campus, fixant la toge suspendue à la porte de mon placard. Elle a soupiré comme si je lui avais demandé un rein. Élise, ton frère a besoin de la voiture demain. Il a une réunion client très importante. On ne peut pas être à deux endroits à la fois. J'ai attendu qu'elle enchaîne avec un « mais on va louer une voiture ou on prendra le train » ou littéralement n'importe quoi qui ressemblait à un effort. Ce n'est jamais venu. Tu t'en sortiras, a-t-elle dit à la place. Il le diffuse probablement en streaming de toute façon, non? On regardera plus tard. Nous n'avons pas parlé de mes 4 années à trimer, de ma bourse, de la façon dont j'avais discrètement travaillé en freelance pour me maintenir à flot. Nous avons parlé de la réunion d'Étienne pendant 10 minutes de plus. Puis elle a raccroché parce que le dîner était prêt. Le lendemain, je me tenais dans une marée de toges et de mortiers sur la pelouse, écoutant les noms de famille être appelés,
regardant mes amis faire signe à leur famille dans les gradins. Des pères avec des pancartes, des mères avec des fleurs, des frères et sœurs criant leurs noms comme si c'était un concert. J'ai balayé la foule du regard par habitude, même si je savais bien que c'était inutile. Pas de visage familier, pas de bannière, personne. Quand ils ont appelé mon nom, j'ai marché, j'ai souri pour la caméra, j'ai serré la main de gens qui me connaissaient à peine, et j'ai vu mon reflet sur l'écran géant sur le terrain. Pendant une fraction de seconde, ça m'a frappé. Mon visage était plus grand sur cet écran qu'il ne l'avait jamais été dans ma propre maison. Après la cérémonie, tout le monde s'est dispersé en petits groupes, prenant des photos, pleurant, planifiant des dîners de célébration. Je me suis mise à l'écart sous un arbre, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert notre conversation de groupe familial. Pas de « nous sommes si fiers de toi ». Pas de « comment ça s'est passé ». Juste un texto de ma mère envoyé 3 heures plus tôt, « n'oublie pas de renvoyer le mot de passe Netflix à ton frère. Ça ne marche plus. » J'ai ouvert à nouveau mon application bancaire, cette fois avec les mains tremblantes. Les prélèvements mensuels me sautaient aux yeux. L'abonnement téléphonique familial à mon nom, les services de streaming, des abonnements divers que techniquement nous utilisions tous, mais qui prélevaient de l'argent sur mon compte chaque mois. J'ai réalisé que pendant qu'ils étaient trop occupés pour venir à ma remise de diplôme, mon compte s'était discrètement manifesté pour eux tout ce temps. Je ne leur manquais pas. C'étaient mes identifiants qui leur manquaient. Juste là, sur cette pelouse, encore en toge et mortier, j'ai fait un autre genre de promesse que le discours générique d'allait changer le monde que nous venions d'entendre. J'ai promis que j'en avais fini de financer une famille qui ne pouvait même pas prendre la peine d'applaudir pour moi. Ce soir-là, au lieu de sortir, je me suis assise sur mon lit avec mon ordinateur portable ouvert, annulant les choses une par une. J'ai appelé l'opérateur téléphonique et je me suis retiré du forfait familial, j'ai créé mon propre compte, j'ai changé les mots de passe, j'ai désactivé les prélèvements automatiques sur tout ce qui était lié à ma carte. Entre 2 musiques d'attente du service client, je parcourais les sites de freelance et les portails d'emploi, envoyant des candidatures pour des contrats de design comme si ma vie en dépendait, parce que d'une certaine manière, c'était le cas. Quelques jours plus tard, j'ai filmé un TikTok rapide et brouillon dans ma chambre universitaire. Pas de maquillage, juste des yeux gonflés et une toge et un mortier suspendu de travers en arrière-plan. POV, ta famille a séché ta remise de diplôme, mais s'attend toujours à ce que tu paies la facture Netflix, ai-je dit, à moitié en plaisantant, à moitié tremblante. J'ai ajouté une légende sur le fait d'avoir été abandonné à CDG à 18 ans et d'avoir discrètement décidé d'arrêter de payer pour des gens qui ne se montraient jamais. J'ai failli ne pas le poster. Puis j'ai cliqué sur « Publier » et je suis allé me coucher. À mon réveil, mon téléphone explosait de notifications. Des commentaires d'inconnus disant « Ça me parle tellement ». J'ai annulé le forfait familial le mois dernier aussi. Ma belle, ce n'est pas toi le problème. Il n'y avait pas encore des millions de vues, mais c'était suffisant pour me faire réaliser quelque chose d'énorme. Là-bas, dans les commentaires et les messages privés de gens que je n'avais jamais rencontrés, j'étais vu d'une manière que ma propre famille n'avait jamais réussi à faire. J'ai ouvert ma note preuve, j'ai ajouté une nouvelle ligne pour la remise de diplôme à laquelle il n'était pas venu, puis j'ai créé une nouvelle note juste en dessous, plan de sortie. Elle avait 3 points au début, gagner de l'argent, fixer des limites, partir pour de bon. Mais je savais que c'était plus qu'une liste. C'était le début d'une vie où ma valeur ne dépendait pas du fait que ma famille choisisse un jour de se manifester. La vidéo qui a tout déclenché n'était même pas celle sur laquelle j'avais le plus travaillé. C'était un coup de gueule de 30 secondes que j'ai filmé dans ma minuscule cuisine lyonnaise à minuit, portant encore mon sweat de mon job de sécurité sur le campus, les cheveux en chignon désordonnés. J'ai calé mon téléphone contre une boîte de céréales, j'ai appuyé sur enregistrer et j'ai dit, vous vous souvenez quand ma famille m'a abandonné à CDG après mon premier semestre parce que mon frère avait une fête? Ouais, ils ont aussi séché ma remise de diplôme, mais s'attendent toujours à ce que je paie leur facture Netflix. J'ai ri, mais pas mes yeux. J'ai ajouté une légende sur le fait d'être l'enfant invisible qui paie l'abonnement téléphonique de la famille et je l'ai posté sans trop réfléchir. Le temps que je finisse de faire la vaisselle, il y avait déjà quelques milliers de vues. Au matin, ça avait explosé. Des centaines de milliers, puis plus d'1 million. Les commentaires affluaient plus vite que je ne pouvais les lire. Des gens ont fait des collages avec la vidéo, des duos ont utilisé mon audio pour raconter leurs propres histoires d'oubli à des récitals, d'anniversaires manqués, de remises de diplômes ignorés.
des inconnus m'ont appelé la sœur d'Internet, la fille de l'aéroport, celle qui l'a enfin dit. Je ne criais plus dans le vide. Le vide me répondait en criant son accord. J'ai commencé à recevoir des messages privés de gens qui demandaient « Peux-tu en dire plus sur la façon dont tu as quitté le forfait familial ? Comment as-tu pu te permettre de déménager ? Comment fixes-tu des limites quand tes parents te font culpabiliser ?» Au début, je me sentais complètement illégitime. Je n'étais qu'une étudiante en design avec un job à temps partiel et une famille très dysfonctionnelle. Mais chaque fois que je répondais honnêtement, la réaction était la même, « Merci ». Je pensais que j'étais folle. Alors j'ai continué à poster. J'ai transformé ma note preuve en contenu, changeant les noms et les détails, parlant de schémas plutôt que de personnes. Les courtes vidéos sont devenues des mini story times. J'ai décomposé l'incident de l'aéroport en plusieurs parties, les appels, le SMS, l'Uber, la fête. J'ai flouté les visages sur de vieilles photos et les ai utilisés en arrière-plan. Je n'ai pas dit Martine, Étienne ou Sophie, mais quiconque nous connaissait pouvait faire le lien. Apparemment, quelques-uns l'ont fait. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'a envoyé un message privé, « C'est à propos de ta famille, n'est-ce pas ? Honnêtement, j'ai toujours trouvé qu'ils étaient bien plus durs avec toi qu'avec Étienne. » C'est comme ça que j'ai su que l'histoire n'était pas seulement dans ma tête. C'était visible de l'extérieur. Les gens avaient juste décidé que ce n'était pas leurs affaires. Maintenant, c'était les affaires de tout le monde. Mon nombre d'abonnés a grimpé lentement au début, puis par bonds énormes chaque fois qu'une vidéo atterrissait sur la page pour toi ou des gens qui avaient besoin de l'entendre. J'ai fait une vidéo épinglée intitulée « À l'enfant que ta famille a oublié de venir chercher » où je parlais de budget, de déménagement, de trouver des colocataires qui ne te traitent pas comme un paillasson. Ça ressemblait moins à de la plainte et plus à la construction d'une feuille de route pour les jeunes comme moi. Un soir, après un live où je répondais à des questions sur comment couper les abonnements téléphoniques familiaux sans se noyer dans les dettes, quelqu'un dans le chat a dit « Tu devrais lancer un podcast. » J'écouterai. L'idée s'est logée dans mon cerveau et a refusé d'en sortir. Une semaine plus tard, assise sur mon canapé d'occasion dans mon appartement en colocation à Lyon, j'ai enregistré le premier épisode d'un podcast avec un vieux micro USB. Bienvenue à Laisser à l'aéroport, un podcast pour les enfants qui n'ont jamais été le personnage principal de leur propre famille. J'ai parlé de cette nuit à CDG+ en détail, de la façon dont votre cœur se brise quand vous réalisez que les gens qui étaient censés être votre refuge vous voient comme optionnel. J'ai pleuré une fois, ri 2 fois, et j'ai failli supprimer tout l'épisode avant de le mettre en ligne. Les gens ont écouté. Pas des millions, pas encore. Mais assez. Ils m'ont envoyé des messages disant qu'ils l'écoutaient en allant chez leur psy, en faisant leur carton pour déménager, en bloquant le numéro d'un parent pour la première fois. À chaque épisode, j'intégrais un peu plus de mon histoire et plus de conseils pratiques. Comment j'ai commencé le freelance, comment j'ai négocié mes tarifs, comment j'ai séparé mes finances, comment je suis resté quand ça faisait mal, et comment je suis finalement parti quand ça faisait trop mal. Ce n'était pas de la vengeance du genre crever leurs pneus. C'était de la vengeance du genre je vais m'assurer que vous ne pourrez jamais réécrire ce que vous m'avez fait. Chez moi, l'effet d'entraînement a commencé. Au début, c'était subtil. Ma mère a appelé un soir et au lieu de son ton habituel à moitié distrait, il y avait une tension dans sa voix. Alors, apparemment, certaines personnes en ligne pensent que nous sommes des parents horribles, a-t-elle dit. Un collègue d'Étienne lui a envoyé une vidéo et a demandé si c'était à notre sujet. Étais-tu vraiment obligé d'étaler nos affaires comme ça ? J'avais mon ordinateur portable ouvert devant moi, ma boîte de réception remplie de nouvelles demandes de clients depuis que mon TikTok avait explosé. J'ai fixé son nom sur l'écran de mon téléphone et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant quand elle essayait de me faire culpabiliser. Rien. Juste un calme plat et net. Je n'ai pas utilisé vos noms, ai-je dit. Si les gens se reconnaissent, ce n'est pas de ma faute. Elle a soufflé et a dit que les gens exagéraient, que chaque famille fait des erreurs, que je leur faisais honte. Mais pour une fois, la honte n'était pas mon problème. Cette même semaine, elle a envoyé un texto dans la conversation de groupe demandant pourquoi le prélèvement automatique de Netflix n'était pas passé, pourquoi la facture de téléphone était plus élevée, pourquoi la compagnie de Wi-Fi avait envoyé un avertissement. J'ai tapé 3 phrases et je les ai fixées longuement avant d'appuyer sur envoyer. Je ne suis plus sur le forfait familial. J'ai payé plus que ma part pendant des années. Vous devrez créer vos propres comptes.
Aucune explication, aucune excuse, juste la même réalité plate qu'il m'avait appris à accepter quand il choisissait mon frère à ma place. Maintenant, elle se retournait contre eux. Peu de temps après, j'ai signé un bail pour un petit studio à Lyon, un endroit qui était à moi. Pas de trophée d'enfance, pas de portrait de famille, pas de fantôme de ce que mes parents voulaient que je sois. Juste des murs blancs, un bureau abîmé, mon ordinateur portable et un microphone. Quand j'ai posté le vlog de mon déménagement montrant des étagères vides et un matelas par terre, les commentaires n'étaient pas apitoyés, ils étaient encourageants, nouvelle vie débloquée. Lancement en douceur de ta liberté. Voilà à quoi ressemble le fait de briser le cycle. En message privé, les gens m'appelaient grande sœur Élise, me remerciant d'avoir dit des choses qu'ils n'avaient jamais eu le courage de dire à voix haute. Ma famille m'avait toujours dit que mon art, mon design, mes mots étaient des passe-temps. Internet me disait qu'ils étaient autre chose, une porte de sortie. Ce que je ne savais pas encore, c'est que mon petit podcast et ses vidéos confessionnelles ne m'aidaient pas seulement à tourner la page. Ils étaient sur le point de commencer à démanteler l'image de notre famille parfaite que ma mère avait passé des années à construire. Et plus j'entrais dans ma propre vie, plus il devenait évident qu'ils ne perdaient pas seulement l'accès à mon argent ou à mes identifiants. Ils perdaient l'accès à la version de moi qui restait silencieuse. Le truc quand on raconte son histoire en ligne, c'est qu'au début, on a l'impression de chuchoter dans une pièce bondée. Puis un jour, on lève les yeux et on se rend compte que toute la pièce s'est tue et que tout le monde écoute. Quelques mois après avoir emménagé dans mon petit studio lyonnais, mes épisodes de podcast sur les limites et le fait d'être abandonné à l'aéroport ont commencé à être recommandés sur des chaînes plus importantes. Une créatrice de contenu sur la santé mentale avec une énorme audience a mentionné mon émission, a diffusé un extrait où je décrivais les 12 appels manqués et le SMS de déception de ma mère. Et soudain, mes téléchargements ont triplé. Les gens ont commencé à m'envoyer leurs propres histoires par email, me demandant si je pouvais les lire à l'antenne. J'ai dit oui, à condition de pouvoir changer les détails et de garder l'anonymat. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quel point le monde deviendrait petit une fois que mon histoire commencerait à circuler en dehors de mon petit coin d'internet. Un après-midi, j'ai reçu un message privé de ma cousine, la même qui m'avait discrètement demandé si les vidéos concernaient notre famille. Cette fois, elle a écrit « Alors, ma mère est dans un groupe Facebook avec ta mère et apparemment, les gens parlent d'un podcast où une fille s'est fait abandonner à l'aéroport. Ta mère est furieuse. Elle jure que ce ne sont que des mensonges. » J'ai ri aux éclats en lisant ça, parce que je savais exactement à quoi ressemblerait la version de l'histoire de ma mère. Je pouvais la voir, assise là, tapant furieusement que j'étais dramatique, qu'ils ne pouvaient rien faire contre les embouteillages, que je les faisais passer pour des bourreaux pour obtenir de la popularité sur Internet. Le problème, c'est que trop de gens dans sa vie en avaient assez vu de nous au fil des ans pour savoir que quelque chose là-dedans sonnait un peu trop vrai. Ma cousine m'a dit qu'une autre des mères de leur cercle avait commenté sous une publication vague de ma mère sur les enfants ingrats, demandant « Votre fille n'a-t-elle pas eu une bourse complète pour le design ? Cela semble être quelque chose dont on peut être fier, pas avoir honte. » C'était la première fissure dans son image parfaite que j'ai pu observer en temps réel. Pendant qu'elle était occupée à essayer de gérer sa réputation dans un groupe Facebook de mères de famille, j'étais en appel Zoom avec de vrais clients qui m'avaient trouvé grâce à TikTok et à mon podcast. Une propriétaire de petite entreprise à Marseille m'a engagé pour refondre entièrement sa marque après m'avoir entendu parler du fait d'être l'enfant invisible et de vouloir construire quelque chose qui me ressemblait vraiment. Elle m'a dit, quiconque peut transformer ce genre de douleur en quelque chose d'utile et quelqu'un avec qui je veux travailler. Mes tarifs ont augmenté. Mon emploi du temps s'est rempli. J'ai commencé à payer mes factures sans sourciller et j'ai même ouvert un compte d'épargne séparé avec des virements automatiques chaque mois. Le genre de choses que je pensais que seuls les autres pouvaient faire. À Versailles, les choses ne se passaient pas aussi bien. Je n'ai connu tous les détails que bien plus tard, mais des bribes me sont parvenues. Le forfait téléphonique que j'avais quitté n'étant plus payé automatiquement, et quand l'opérateur l'a coupé, ma mère a dû se rendre en boutique et admettre qu'elle n'avait pas assez pour couvrir le solde impayé immédiatement. Elle avait traité mon compte comme un puissant fond pendant si longtemps que la réalité des factures s'accumulant sans mon soutien invisible l'a frappé rapidement. Les services de streaming que je payais ont été annulés ou déclassés. Les petits luxes qu'ils remarquaient à peine avaient disparu jusqu'à ce qu'ils doivent soudainement sortir leur propre carte pour les payer. Ils s'en sont sortis, bien sûr, c'étaient des adultes. Mais pour la première fois depuis des années, ils devaient se débrouiller sans moi comme filet de sécurité.
Étienne a été touché d'une manière différente. Vous vous souvenez comment il aimait se vanter de son job en marketing et de ses grands projets clients? Quand nous nous parlions encore, il m'envoyait ses présentations et me demandait mon avis, ce qui signifiait en réalité me refiler du contenu brut jusqu'à ce que je le nettoie et lui donne l'air de quelque chose que l'on pouvait réellement présenter. Je corrigeais ses polices, sa mise en page, je dessinais même des idées de campagne quand il était bloqué. Il le présentait ensuite au travail et recevait des éloges pour sa grande créativité. Après que mes vidéos et mon podcast aient gagné en popularité, une de ses collègues a fait le rapprochement. J'ai reçu un email poli d'une femme de son service souhaitant clarifier une référence sur LinkedIn. Elle avait vu mon portfolio et reconnu quelques designs qui ressemblaient étrangement aux grandes réussites d'Étienne. Elle m'a demandé si j'avais déjà travaillé en freelance pour leur agence. J'ai dit la vérité en une phrase. Je n'avais jamais été engagé par eux, mais oui, j'avais fait du travail de design non rémunéré pour un membre de ma famille qui avait utilisé ces supports au travail. Je ne l'ai pas descendu. Je n'ai pas fulminé. J'ai juste répondu. Plus tard, selon ma cousine, Étienne a cessé de parler si fort de son génie créatif. Apparemment, une de ses grandes promotions s'est évaporée après que son patron a réalisé qu'il s'était fortement appuyé sur les compétences de quelqu'un d'autre. Ils l'ont mis sur un plus petit compte et ont commencé à attendre de lui qu'il fasse réellement son propre travail graphique. Sans moi à l'autre bout du fil, sa série de succès parfaits ne semblait plus si parfaite. Les conséquences pour Sophie sont venues avec les dates limites. Elle avait grandi en me regardant veiller tard pour corriger ses dissertations, arranger ses diaporamas, la guider dans les candidatures en ligne. Elle pensait que c'était juste ce que faisaient les grandes sœurs. Quand j'ai déménagé et coupé le contact, sauf pour la logistique nécessaire, elle supposait toujours que j'interviendrais à la dernière seconde comme toujours. Les dossiers pour la fac, les dissertations pour les bourses, les rappels pour les lettres de recommandation, tout ça. Sauf que cette fois, mon numéro n'était pas une ligne directe ouverte. Elle a envoyé un texto peu enthousiaste demandant de l'aide pour une date limite de candidature qui était alors à 2 jours. Je l'ai vu. Je l'ai fixé. J'ai posé mon téléphone face contre table et je suis retourné travailler. Quelques semaines plus tard, ma cousine a mentionné en passant que Sophie avait manqué une date limite pour une bourse et était dévastée parce que personne à la maison n'avait la moindre idée de comment l'aider à naviguer dans le processus et elle avait supposé que je le ferais. J'ai ressenti une lueur de culpabilité. Puis je me suis souvenu de toutes les fois où je l'avais supplié de venir me chercher ou de juste m'écouter pendant 5 secondes et que j'avais eu droit à un roulement d'yeux en retour. Elle n'était pas ruinée. Elle allait s'en sortir, mais pour la première fois, elle allait devoir se débrouiller sans m'utiliser comme conseillère d'orientation intégrée. À l'intérieur de cette maison, il y avait des disputes d'argent, des avertissements sur les factures, des commentaires en aparté sur le fait que depuis qu'Élise a commencé à déballer son sac en ligne, tout est plus difficile. Je n'étais là pour aucune de ces disputes. Mais on n'a pas besoin d'être dans une pièce pour connaître la température quand on a vécu dans ce climat toute sa vie. La différence, c'est que maintenant, leur stress n'était plus ma responsabilité. Pendant ce temps, ma propre vie continuait de s'ouvrir. Un jour, j'ai reçu un email d'une association étudiante organisant une conférence sur la santé mentale et les limites familiales. Ils avaient trouvé mon podcast et voulaient que je prenne la parole lors d'une table ronde intitulée « Quand la famille cesse d'être un refuge ». J'ai failli dire non parce que ça semblait trop grand, trop formel. Puis j'ai pensé à cette fille à CDG, celle qui avait commandé un Uber avec 10% de batterie et personne qui ne venait la chercher. J'ai répondu et j'ai dit oui. Debout sur cette scène des mois plus tard, regardant une salle pleine d'étudiants, j'ai raconté l'histoire que je remodelais en ligne depuis des mois. J'ai parlé de l'aéroport, de la remise des diplômes, des conversations de groupe qui ne s'illuminaient que lorsque des factures devaient être payées. J'ai parlé de la décision tranquille que j'avais prise de sortir du rôle que ma famille avait écrit pour moi. Quand j'ai terminé, les gens ont fait la queue pour me remercier. Une fille m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté qu'elle déménageait la semaine suivante et qu'elle était terrifiée jusqu'à ce qu'elle entende mon podcast. Un autre a dit qu'il avait arrêté de payer l'assurance auto de son père après avoir réalisé qu'il se souciait plus de la couverture que de le rappeler. Dans le train du retour, j'ai regardé la ville défiler et j'ai réalisé quelque chose de simple et de dévastateur. Ma famille avait passé des années à me dire que j'étais une déception, que mon art et mes mots étaient inutiles. Maintenant, ces mêmes mots étaient utilisés comme une bouée de sauvetage par des gens qui ne m'avaient jamais rencontré. Ma mère disait toujours qu'un jour je comprendrais à quel point c'était difficile d'être parent.
Peut-être qu'elle avait raison. C'est difficile d'être parent, surtout quand le monde entier peut voir ce que vous avez fait et que votre enfant dit enfin la vérité. Et le plus étrange, c'est que je n'essayais même pas de les détruire. J'en avais juste marre de les couvrir. Je pensais que ce serait peut-être la fin. Que nous vivrions simplement des vies séparées. Eux, en colère dans leur banlieue, moi, guérissant dans ma ville. Je n'avais aucune idée que la véritable confrontation était encore à venir et que la prochaine fois qu'ils me contacteraient, ce ne serait pas pour le Wi-Fi, les paiements de la voiture ou les mots de passe Netflix. Ce serait une question de survie, de fierté, et des 37 messages que ma mère laisserait sur mon téléphone, suppliant pour quelque chose que je n'étais plus sûr qu'il méritait. 3 ans après cette nuit à CDG, je me suis réveillé avec mon téléphone vibrant si fort sur la table de chevet qu'il a failli tomber. C'était un dimanche. J'avais un script de podcast à moitié terminé sur mon ordinateur portable, un café refroidi sur mon bureau, et pour une fois, ma plus grande inquiétude était de savoir si mon micro capterait les bruits de construction à l'extérieur. J'ai attrapé mon téléphone, m'attendant à des notifications de mails ou de messages privés. Au lieu de cela, j'ai vu le même nom encore et encore sur mon écran de verrouillage. Maman, 37 messages. Au début, ce n'était que des lignes dans une pile de notifications. Puis les mots ont commencé à prendre un sens alors que je faisais défiler. S'il te plaît, décroche. Nous avons eu tort. Reviens. Nous devons parler. C'est allé trop loin. Tu es toujours notre fille. La même femme qui m'avait un jour envoyé un texto disant « Si tu veux de l'attention, essaie de ne pas être une déception » spammait maintenant mon téléphone comme une adolescente paniquée qui réalise que la rupture est réelle. Il y avait aussi des messages vocaux. Sa voix, rauque et tremblante, disait des choses que j'avais fantasmé d'entendre pendant des années, mais que je n'avais jamais cru entendre. Je sais que nous t'avons blessé. Je sais que je t'ai blessé. Je ne comprenais pas à quel point c'était grave. S'il te plaît, Élise, parle-moi. L'ancienne moi aurait rappelé immédiatement, désespérée d'être enfin choisie. La nouvelle moi a posé le téléphone face contre table et a simplement ressenti ce sentiment. Ce n'était pas de la satisfaction, exactement. C'était plus comme se tenir de l'autre côté d'une ligne que j'avais tracée au marqueur permanent et de réaliser enfin qu'il pouvait la voir aussi. Après quelques heures et 10 messages de plus, elle a envoyé celui qui m'a fait arrêter de prétendre que je n'y pensais pas. Je suis à Paris aujourd'hui. Si tu acceptes de me voir, je viendrai à toi. N'importe quel café, n'importe quand. Il y avait une photo jointe, un cliché flou pris depuis une fenêtre de voiture de la ligne d'horizon de la ville. Je l'ai fixé tandis que mon curseur clignotait sur la phrase inachevée de mon script sur les limites qui n'ont besoin de l'approbation de personne. C'était comme une sorte de test pour lequel je n'avais pas révisé. Je lui ai répondu d'une seule ligne. Demain 11h. Jardin des Tuileries, le café du coin. Pas d'émoji cœur, pas de je t'aime, juste de la logistique. La façon dont elle avait l'habitude de m'envoyer des textos, uniquement pour les factures. Le lendemain matin, j'ai pris le premier train de Lyon pour Paris. Mes écouteurs dans les oreilles, ma playlist en marche, mon cœur battant d'un étrange mélange d'appréhension et de curiosité. C'était la même ville où je m'étais tenu devant un aéroport 3 ans plus tôt, attendant des gens qui ne sont jamais venus. Cette fois, c'était moi qui décidais si je venais ou non. Le café près du jardin des Tuileries était animé mais pas bondé, plein de gens sur leurs ordinateurs portables et de touristes serrant des plans. J'ai commandé une boisson, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la rue. Quand ma mère est finalement entrée, elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs. Pas littéralement, mais comme si une partie de l'air s'était échappée d'elle. Ses cheveux étaient attachés en arrière comme si elle n'avait pas eu le temps de se coiffer. Il y avait des rides profondes autour de sa bouche. Et ses yeux balayaient la pièce avec un mélange d'espoir et de terreur qui m'aurait brisé en deux quelques années auparavant. « Élise » a-t-elle dit en me voyant, comme pour tester si le nom atterrirait encore. Je me suis levé, mais je ne me suis pas précipité pour l'étreindre. Elle, si, tendant les bras comme si elle pouvait rattraper 3 ans de négligence en une seule étreinte. Je l'ai laissé me serrer dans ses bras, raidement, puis je me suis rassise et j'ai enroulé mes mains autour de ma tasse pour les empêcher de trembler. Pendant 1 minute, elle m'a juste regardé, comme si elle essayait de réconcilier la fille en face d'elle avec la voix en colère des extraits de podcast que les gens lui avaient envoyés. Puis tout est sorti d'un coup. « J'ai écouté ton émission », a-t-elle dit, trébuchant sur le mot.
Les gens me l'ont envoyé. Au début, j'étais furieuse. J'ai dit à tout le monde que tu exagérais, mais ensuite j'ai continué à entendre les choses que tu disais et j'ai réalisé que je me souvenais aussi de ces nuits. Je m'en souvenais juste différemment. Ou je voulais m'en souvenir différemment. Elle a admis que l'histoire de l'aéroport n'était pas due aux embouteillages, qu'elle avait choisi de rester à la fête parce que partir aurait donné une mauvaise image d'Étienne. Elle a admis qu'utiliser mes économies pour son voyage avait été plus facile que de lui dire non. Elle a admis qu'elle avait vu ma bourse comme moins impressionnante que sa promotion parce que l'art ne correspondait pas à son image de la réussite. Elle a pleuré, doucement d'abord, puis plus fort, se couvrant le visage avec une serviette en papier pendant que les gens à la table voisine faisaient semblant de ne pas regarder. Pendant quelques minutes, c'était tout ce que je pensais vouloir. Un aveu, des excuses, les mots où j'ai eu tort. Mais ensuite, comme toujours, le retournement de situation est arrivé. Tu nous as fait passer pour des monstres, Élise, a-t-elle dit, sa voix toujours tremblante, mais plus acérée. Les collègues de ton père écoutent des podcasts. Le travail d'Étienne a été difficile. Les amis de Sophie lui ont demandé si elle venait de cette famille. J'ai perdu un client parce que quelqu'un a reconnu mon nom. Je sais que tu as été blessé, mais étaler tout ça en ligne, c'était cruel. Le voilà. La vraie raison des 37 messages. Pas seulement des remords, mais une opération pour limiter les dégâts. Tu n'es pas en colère parce que tu m'as blessé, ai-je dit lentement. Tu es en colère parce que les gens me croient. Elle a tressailli, mais n'a pas nié. On peut arranger ça, a-t-elle insisté à la place. On peut faire une déclaration ensemble. Tu peux dire que nous travaillons sur les choses, que tes parents essaient. On pourrait même faire une vidéo. Montrer que nous sommes à nouveau une famille. Les gens arrêteront de nous attaquer s'ils te voient nous pardonner. Le vieux scénario. Je leur donne une belle image. Ils peuvent sauter la partie difficile. J'ai pensé à tous les emails d'excuses que j'avais reçus d'inconnus qui n'étaient même pas mes parents. Des gens qui avaient contacté leurs propres enfants après avoir entendu mon histoire. J'ai pensé à la fille qui avait déménagé grâce à mon podcast. Au type qui a dit qu'il avait arrêté de payer les factures de ses parents après avoir réalisé qu'il ne prenait jamais de ses nouvelles. Ma mère voulait les avantages de ma plateforme sans accepter ce qu'elle avait fait pour aider à la construire. Je suis contente que tu suives une thérapie, ai-je dit à la place, car elle l'avait mentionné dans l'un des messages. Je suis contente que tu réalises que certaines de ces choses n'étaient pas acceptables, mais je ne vais pas t'aider à reconstruire ton image. Ce n'est plus mon travail. Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Nous sommes ta famille, a-t-elle chuchoté. On n'arrête pas d'être une famille comme ça. C'est ce que vous avez fait, ai-je dit doucement. À CDG. À ma remise de diplôme. Chaque fois que vous avez pris ce qui m'appartenait en appelant ça une décision de famille. Vous avez arrêté d'agir comme ma famille il y a longtemps. Je ne fais que refléter votre énergie maintenant. Elle a essayé un autre angle alors. Plus doux, plus désespéré. Nous essayons, Élise. Ton frère travaille dur à son poste. Ta sœur se débrouille. Nous payons nos propres factures maintenant. Nous parlons de toi. Tu nous manques. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons tout recommencer. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé peindre cette image d'un nouveau départ. De moi retournant dans la vieille maison comme si rien ne s'était jamais passé. J'ai imaginé mes affaires de retour dans cette chambre, mes créations sur leur mur, mon identifiant Netflix tranquillement de retour sur leur télé. Et puis j'ai imaginé traverser à nouveau CDG, seul. Et j'ai su ma réponse. Je ne rentre pas à la maison, ai-je dit. Je construis une vie qui ne m'oblige pas à me rétrécir constamment pour que vous puissiez vous sentir comme de bons parents. Elle a semblé stupéfaite, comme si l'idée que ma réponse puisse réellement être non ne lui avait jamais traversé l'esprit. Le silence entre nous s'est étiré, épais et inconnu. Finalement, j'ai ajouté, je ne vous déteste pas. Je ne veux pas que vous souffriez pour toujours, mais je ne suis plus là pour réparer vos erreurs. Je ne suis pas votre designer secrète, votre thérapeute non rémunéré, votre carte de crédit d'urgence. Si vous voulez une relation différente avec moi, cela doit commencer par vous qui faites le travail sans me demander de nettoyer le désordre publiquement. Elle a essuyé ses yeux, hochant et secouant la tête en même temps. Et alors, a-t-elle dit, la voix brisée. On ne se parle plus jamais ?
J'ai pensé à mon appartement, à mes clients, à mes auditeurs qui m'appelaient leur grande sœur même si nous ne nous étions jamais rencontrés. J'ai pensé à ce que je ressentais dans ma poitrine quand quelqu'un m'envoyait un message pour dire qu'il avait quitté un foyer toxique parce qu'il avait entendu mon histoire. On peut se parler, ai-je dit. Peut-être. Mais à mes conditions. Et pas pour réparer votre réputation. J'ai déjà une famille qui se montre pour moi. Ils ne partagent juste pas mon ADN. Pendant une seconde, elle a semblé vouloir argumenter. Puis toute la combativité a quitté ses épaules. Elle a juste hoché la tête, fixant son café comme si la réponse pouvait se trouver au fond de la tasse. Je me suis levé, j'ai pris mon sac et j'ai posé quelques euros sous ma tasse vide. Cette fois, c'était moi qui partais. En sortant sur le trottoir, mon téléphone a de nouveau vibré. Une notification de l'application de podcast, un nouvel avis de quelqu'un qui disait que mon histoire l'avait aidé à couper les ponts avec un parent qui l'avait maltraité émotionnellement pendant des années. J'ai levé les yeux vers le ciel de Paris et j'ai réalisé quelque chose que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à 18 ans. S'éloigner ne donne pas toujours un sentiment de victoire. Parfois, c'est juste silencieux. Mais le silence, c'est toujours mieux que de mendier des miettes d'amour à des gens à qui vous ne manquez que lorsque le monde commence à leur tendre un miroir. Je ne le savais pas encore, mais ce silence deviendrait le fondement de tout ce qui allait suivre. Si vous aviez dit à la fille de 18 ans que j'étais, celle qui pleurait devant CDG avec 12 appels sans réponse sur son écran, qu'un jour je me réveillerais dans un appartement calme à Lyon avec des clients dans ma boîte de réception et des inconnus m'appelant leur grande sœur à cause d'un podcast intitulé « Laissé à l'aéroport », je vous aurais ri au nez. Mais c'est là que j'ai atterri. Mes journées sont maintenant ennuyeuses de la meilleure des manières. Un café fumant sur mon bureau. Un calendrier rempli de dates limites de design que j'ai choisi. Des épisodes esquissés dans un carnet qui était autrefois rempli de croquis que j'avais trop peur de montrer à qui que ce soit. J'enregistre dans un petit coin de mon salon, entouré de panneaux de mousse que j'ai collés moi-même. Parlant dans un microphone des limites, de l'indépendance financière et du genre de famille que l'on construit lorsque celle dans laquelle on est né ne cesse de vous abandonner à des terminaux émotionnels sans aucun moyen de rentrer chez soi. Mon audience a grandi lentement, puis d'un seul coup, jusqu'à ce qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes qui écoutent chaque semaine. Certains d'entre eux envoient des notes vocales. D'autres écrivent de longs emails. Beaucoup d'entre eux commencent par « Je pensais être seul jusqu'à ce que je te trouve ». Mon travail n'est pas parfait. Ma vie n'est pas un film, mais elle est à moi. Personne ne vide discrètement mon compte en banque en me traitant de déception. Personne ne soupire en disant que mon art n'est qu'une passade tout en me demandant du travail gratuit. Pendant ce temps, les conséquences pour ma famille n'ont pas disparu après cette conversation au café. Ma mère a vraiment commencé à suivre une thérapie, essayant de comprendre pourquoi le contrôle lui semblait plus sûr que l'amour. Elle poste toujours en ligne, mais le ton est différent maintenant. Moins de « nous sommes parfaits » et plus de « nous essayons de comprendre ». Et je ne suis identifié dans aucune de ses publications. Étienne est toujours dans le marketing, mais il doit maintenant faire ses propres campagnes. Et d'après ce que j'entends, son travail est correct, pas légendaire. Sophie a fini dans une plus petite fac que ce qu'elle voulait, travaillant à temps partiel pour couvrir ce que les bourses ne couvrent pas. Et j'aime à penser que quelque part entre ses gardes et ses cours, elle comprend un peu mieux ce que ça faisait de porter plus que sa part. Ils ne sont pas ruinés. Ce n'est pas un fantasme tordu où ils perdent tout et où je suis assise sur une pile d'or en riant. Ils vivent simplement avec les conséquences d'avoir traité quelqu'un comme jetable et de réaliser trop tard qu'elle est partie pour de bon. Parfois, ma mère envoie de courts emails maintenant, au lieu de flots de textos. Elle me parle de sa thérapie, de comment elle essaie d'écouter plus et de contrôler moins, de comment les vacances semblent plus calmes sans moi. Je réponds quand j'ai l'énergie. Je reste gentille mais distante, comme si je parlais à une connaissance que j'ai très bien connue autrefois. Je ne lui dois plus ma rage. Mais je ne lui dois pas non plus mon retour. C'est ça que personne ne vous dit sur la vengeance. La version la plus satisfaisante n'est pas de faire exploser la vie de quelqu'un d'autre. C'est de refuser de vous mettre le feu juste pour les garder au chaud. C'est de les regarder apprendre à vivre sans la version de vous qu'ils ont maltraité pendant que vous vous incarnez pleinement dans la version de vous en laquelle ils n'ont jamais cru. Si vous écoutez ceci et que vous vous sentez comme le figurant dans votre propre famille, l'enfant oublié, le contact d'urgence par défaut qui ne reçoit jamais de rappel, écoutez-moi. Vous avez le droit de prendre du recul. Vous avez le droit de dire non.
Vous avez le droit de construire une vie qui ne tourne pas autour de la réparation de personnes qui refusent de s'excuser. La famille n'est pas un laissez-passer pour vous marcher dessus. L'amour n'est pas censé ressembler à une attente dans un aéroport sans personne pour venir vous chercher. Esto aquí, luego esto así y así. Y más o menos, porque como que le rodea la oreja. No, por la barra de abajo. ¿Cómo? ¿Por la barra? Pero en Java también sale la barra de abajo, ¿no? O sea, la de experiencia y todo eso. Supongo que porque estoy en creativo, pero pues, según yo, la barra de experiencia y todo eso siempre sale, no es algo de Bedrock. Es algo de Minecraft en general. Estoy loco, sí, un poquito, Mariano. Gracias por los tap taps. Ay, no vi tu nombre, pero gracias. Y gracias también, Espinosaurios, por los tap taps. Eh, ¿Debería hacerle un poquito más de frente? Yo creo que sí. Yo creo que debería hacerle un poquito más de frente. Porque si no tiene. Si no puedo estacionar un avión en su frente, no me interesa. No, pero para poderle sacar un poquito. La verdad es que los personajes de anime suelen ser muy frentones. Todos. Lo que pasa es que a algunos el cabello les tapa un poquito la frente. Y eso ayuda a disimular muchísimo el que son frentones. Pero en realidad. En realidad suelen ser bastante frentones, la mayoría. Por no decir todos, de nuevo. No se nota por lo que les digo. Porque pues suelen estar. Suelen taparles con el cabello la frente. Pero los personajes que no tienen mucho cabello en la frente, eso sí se les nota un montón la frente. Oye, bro, te queda muy bonito tu Goku despintado. ¿Cuál es mi Goku? ¿El Goku? ¿Realmente el Goku este? ¿Y por qué despintado? ¿Qué le falta? Aparte del logo en... Aparte del logo, ¿qué le falta en cuestión de color? ¡Ey! Le volvió aquí el brazo, no me había dado cuenta. Déjame lo arreglo. No sé cuándo le volé el cabello, digo el brazo, pero sí. Arroba, ¿por qué? ¿No tiene más oreja? Pues sí, supongo que sí. Podría sacarle de que aquí un poquito más la oreja. Porque, pues sí, en realidad supongo que tener un poquito más de oreja tendrá, pero... Pero pues, ¿qué quieres? Que tenga unas orejas de Dumbo. Tampoco es Dumbo. No es Sonic. No es Sonic o no, coma, es Sonic. Porque sí, es Sonic haciendo cosplay de Ñoku, ya lo dije. El que estabas haciendo no era Goku. No, este no es Goku. Este de atrás es Goku. No, el que estoy haciendo no es Goku. No tiene el uniforme de Goku. Deja la cara, porque la cara, pues bueno, tampoco tiene la cara de Goku, pero de nuevo deja la cara. Pero no tiene tampoco el... Para empezar, el cabello. Bueno, no, Goku sí tiene cabello negro, no nada más que en Super Saiyan, ¿no? Pero más bien, más que el cabello, no tiene la... me saldrá. No tiene la ropa. Goku normalmente está de naranja. Eh, porque el pelo me cubre la hectárea de frente. Porque el pelo me cubre la hectárea de frente. Sí, cuando tienes mucha frente, también tener cabello te ayuda a simular. Yo no tengo poquita frente, por ejemplo. Y me da igual que me vean la frente, pero podría disimularla más con el cabello. Eso tampoco es que la tenga mega exagerada, ¿no? Hay gente que sí he visto que tiene una frente tototota. Pero bueno, cada quien supongo. Tampoco hay que meternos con la gente con frentotas. Eh, S4. Saiyan 4. Supongo que ya con algo así, o sea, de que luego le voy a sacar el sombrero, entonces tampoco hace falta que tenga tantísimo cabello. O sea, en realidad va a estar calvo. Si le quitamos el sombrero va a ser calvo, pero por eso nunca le vamos a quitar el sombrero. Que nadie descubra el secreto de Luffy. En el anime obviamente no es calvo, ¿no? Pero pues aquí sí lo va a hacer. También les digo que igual y alguna zona un poquito más... Con un poquito más de espacio con el cabello.
No sé, algo así. Pero no te queda más la frente grande. Pero no te queda más la frente grande. ¿De qué? Hoy se ve raro, no me gusta el cabello. Y si... A ver.